Il est 5h07 sur France Inter. Allô l'Europe, avec l'historien écrivain Bruno Fuligny. Il recense dans un livre toutes ces terres oubliées, là où flotte encore le drapeau tricolore, le drapeau français. Une France qui va donc bien au-delà de sa métropole et de ses territoires et départements d'outre-mer bien connus. José-Manuel Lamarque, Emmanuel Moreau, bonjour. Bonjour à bord. Je pourrais vous citer Océanonox de Victor Hugo, Emmanuel. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Mais je préfère Serge Lama ce matin avec une île entre le ciel et l'eau, une île sans homme dit bateau. En existe-t-il toujours de ces terres oubliées, Emmanuel Moreau? Belle rime, José Manuel. Des terres oubliées, il y en a, et qui plus est, des terres françaises. Bruno Fuligny, dans votre ouvrage Tour du monde des terres françaises oubliées, vous nous les faites visiter. En fait, notre métropole paraît bien petite avec ses 551 695 km² que l'on apprend à l'école au regard de tout ce qui nous appartient. Si on ajoute les départements d'outre-mer, les pays d'outre-mer, on arrive à 667 000 km², donc presque 100 000 de plus. Et puis, il y a ces terres françaises beaucoup moins bien connues, qui sont les terres australes et antarctiques françaises, Clipperton. Rien que la terre Adélie, dans l'Antarctique, représente une superficie comparable à celle de la métropole. Et donc au total, on double la superficie terrestre. Et si maintenant on s'intéresse aux étendues maritimes, alors là, c'est par 20 qu'il faut multiplier les dimensions de la France, parce qu'il y a les eaux territoriales, il y a la zone économique exclusive. Au total, la France, c'est 12 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand domaine maritime au monde, juste après celui des États-Unis. Autre surprise, notre territoire grossit chaque 1er juillet pour remaigrir le 31 décembre de chaque année. Oui, la France est un organisme vivant, il y a un mouvement de diastole et systole, alors ça porte tout de même sur un territoire relativement restreint, 30 arts. Nous sommes à la frontière espagnole, du côté d'Hendaye. À cet endroit, la frontière est marquée par une rivière, la Bidasoa. Oui, mais au milieu de cette rivière, il y a un îlot, l'île des Faisans. C'est un îlot qui ne change pas vraiment de nationalité, il est en indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne. Pour y régler la police, on a fini en 1901 par signer un traité qui fait que l'administration de l'îlot change de nationalité tous les 6 mois. Particularité, l'île des Faisans n'est habitée que par des canards. Bruno Fuligny, vous avez dit tout à l'heure, nous avons le 2e espace maritime au monde. Ça sera peut-être le premier si les États-Unis ne signent pas la Convention de Montego Bay. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours découvert des terres, comme par exemple les Chesterfield ou encore l'îlot Julia, avec des gens extraordinaires qui avaient un courage fou. Et en plus, des représentants français au Sénat qui n'aimaient pas rester à Paris. Alors, ce qui s'est passé dans les années 20, c'est que au moment des sénatoriales, l'Inde française a élu un brave commerçant de Pondichéry, d'origine alsacienne, Monsieur Gablé. Alors Gablé a très peu connu l'Alsace dans son enfance. Bon, il est élu sénateur, et il se rend en métropole. Et puis, 1 an après son élection, le président du Sénat reçoit la lettre de démission, sans doute la plus charmante et la plus drôle de l'histoire, puisque l'honorable sénateur Henri Gablé explique que vraiment non, il fait trop mauvais à Paris. Il avoue qu'il a passé toute la session parlementaire à Cannes et il s'en retourne aux Indes, où d'ailleurs il va vivre assez vieux et il ne se préoccupera plus du tout de politique nationale. Alors, il y a un écrivain marin, bien sûr, c'est Pierre Loti. Il aimait beaucoup se déguiser. Mais il n'y a pas que lui, il y a certains hauts fonctionnaires qui s'occupaient de terres oubliées, mais qui avaient aussi un penchant vers une sorte de monarque éclairé représentant la France. Et en effet, ces petits territoires en marge des enclaves indiennes et qu'on appelait des loges, sous la Troisième République, il a été question de les valoriser et donc d'en confier un petit peu la concession à un monsieur qui s'appelait Monsieur Courgeon, qui était un métropolitain plein de bonnes intentions. Et donc Monsieur Courgeon a demandé qu'on lui donne le titre de Maharaja. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il existe un décret de la République française instituant un Maharaja. Et alors, Monsieur Courgeon, grisé par ce titre, s'était fait faire un costume en soie et on avait comme ça cette espèce de mamabouchi officiel qui était censé administrer les loges françaises de l'Inde et qui se pavadait essentiellement sur les Champs-Élysées.